la fédération. Vous lisez le yiddish? Oui, je lis le yiddish. Oui. Oui. Donc, voilà. Vous avez donc écrit à la suite de ma demande sur les informations sur la Fédération des sociétés juives de J'ai France. envoyé au dirigeant, à ceux qui dirigent. Qui est le dirigeant maintenant? Il y a pas seulement le dirigeant, il y a un certain monsieur Kellman, Kellman? qui est il y a le président, c'est Yefroikim, Yefroikim, le oui. fils de Yefroikim, Oui. pas le vieux. Et puis le président du comité central, je ne sais pas, est Kellman. Ensuite, il y a ceux qui s'occupent particulièrement des archives. Les archives, Et oui. tout, c'est un certain guerre. Où se trouvent les archives? Voilà, c'est assez compliqué. Vous voulez que moi je le lise? Oui, lisez-vous, Bon. ça me mieux parce Liebe in Choschewe Freund Jahrblum, entschuldigt mir, was gent wir euch a bissl verspätigt. Ich hab erst heint gehabt euer Brief, was hat ihr mir übergeschickt, weil ich bin, wir haben es a Gruppe Machmes. nicht gekommen in Büro a ganze Woche. Gewiss ist ihr Bakosche, wie ihr allein versteht, nicht kein leichte Sache auszuführen. Wir senden Arois von Riesin-Lazar, ja. Jusqu'à présent, c'était à la rue Saint-Lazare. Jusqu'à présent, le bureau était rue Saint-Lazare. Wir sind in Arois von Rue Saint-Lazare in Alleinisch. Wir haben verlost noch etliche in 20 Jahren ein Lokal von 3 Stock, die rüber zu gehen, provisorisch in 1-2 Zimmern. Haben wir, versteht sich, mitgenommen, bloß dem nötigsten tagtäglichen Material. Die Bibliothek und Schier Susus, Archion, also haben wir gemusst übergeben im Gardemeuble. Wir wollen haben Zutritt zu dem allem, wenn wir wollen sich bekarov installiert im Mirz Hashem in einem neuen Lokal. Oui, ils sont en train de chercher un nouveau local. Et tant que le local n'est pas là, les archives ne sont pas là. Ich gufe, wie ihr gedenkt, bin geblieben. Kein Frankreich noch der Milchome. Ich bin nicht gewesen, kein Edes von der Föderation-Geschichte in den ersten Jahren von ihrer Existenz. Er zweifelt sicher nicht in mein guten Ration, euch zu helfen in dem Indien. Aber ich weiß bemes nicht, was ich will können auftun. Ich will sich wenden koidem zu Frau Jakubowitsch. Efter will sich etwas gefunden zwischen die Archion, was... Jakubowitsch?
était un cloud-tour. Était quoi? Un Un cloud-tour. cloud-tour à la fédération. Oui. C'est très actif. Et après, il vit même une bibliothèque Oui. de la fédération. Il est mort et il doit se adresser à la VEF s'il y a des documents. Efter wird sich etwas gefunden zwischen die Achion, was ihr Mann hat übergelost. Ich will euch Briefen zu suchen bei Frau Katz, die Schwester von Greenberg. Greenberg était un des grands dirigeants de la fédération. Pendant quelles années? Tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Scan Efscher Luxemburg, Luxembourg. J'ai une lettre Luxembourg. welche ich glaube wird Luxembourg est un homme actif de la fédération. welche un café s'il vous plaît, merci. Wird mir Stimme können helfen dazu. Kellmann ist jetzt in Israel. Stimme, Je ne l'ai pas vu. vous ne l'avez pas vu? Non, il n'était pas chez moi. Aha. Avant, il venait. La dernière fois, il n'était pas. Stimme hat euch besucht und ihr habt gehabt die Gelegenheit mit ihm die Reisen über dem. Trotzdem ist mir eingefallen, euch aufmerksam zu machen, als mit ein paar Chadoshim zurück haben wir übergeschickt bei Jerusalem ein hübsch Material wegen verschiedener Tätigkeiten von der Föderation unheimlich von 51. Sehr interessant und wichtige Dokument zum Zirkularen in Berichten, von welchen wir haben nicht übergelost bei kein Kopie. Das ist übergeschickt geworden in האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו. Der ganze übergeschickter Material. ככה שיש משהו שם. פרדון? ככה שיש משהו. נכון, יש, אבל הם אמרו לי שבכל זאת הם היו רוצים... כן, כן. כן, ist schon verregistriert in der Merkaz הרשומות, Bulletin מספר 4 von Juni 68. Die dosige Dokumentatie wollt ihr gekannt, bli Safek, euch nutzen für eure Arbeit. Der Ziel von Zinoi sammeln die Archion von den jüdischen Institutions durch den Machon in Jerusalem ist doch tart, kdei soll dienen für verschiedene Zwecken. Jedenfalls habe ich gehalten, für nötig, euch wegen dem zu wissen zu tun, weil ich euch informieren, was hat öfter der Krieg bei der Almone Jakobowitsch in der Frau Katz. Prishat Shalom, Neemanot, Veichulei Kol Tov. Das ist gezeichnet von wem? גפן. Geffen. הוא מנהל ארכיון. Il est le directeur des archives de la fédération.
Il y a de grands archives là-bas? Il y a énormément. Énormément. N'est-ce pas, il y a des archives de sciences de la Fédération. Maintenant, ici, c'est une lettre de Luxembourg. Un type très sympathique, d'ailleurs l'autre aussi, qui est actif à la Fédération. Il n'est pas des archives, mais il connaît bien la Fédération, où il est très actif. Mais est-ce qu'il était là au début? Oui, il est très longtemps. Il y a très longtemps. En tout cas, ça nous parlerons après. Oui. Lisez cette lettre. Bon. Geffen geht mir über, hat die Föderation geschickt in Archiv der Universität wichtige Materialien. Kennt ihr euch gewiss koidem kol mit sie bekommen. Geffen hat gewendet zu die Greenbergs Schwester, so, Für Greenberg. ja, welcher glaubt, als bei ihr befinden sich verschiedene Materialien und Gewen hat mir zugesagt, sie ernst damit interessiert. Drittens, unser Archion befindet sich in einem Depot. Wir haben gesammelt ein großen Lokal, Metro Oberkampf, 68 Rue Folie Méricourt. Und auf ganz, als wir wollen, haben die Möglichkeit, die alle Archionen umzuführen, für heute April, also wie sie wollen sein ineinander, was sie wollen wir euch suchen, die Dokumenten, welche kennen euch sein nützlich. Es ist gewesen nicht ausgeschlossen, als euch soll, wenn es aus Ariber Chappen kann Israel, agav hab ich dort eine große Mischproche. טוב, זה לא לעניין. C'est tout. C'est tout, oui. Oui. Bon, alors, Je lis le yiddish, mais pas tellement bien. oui, Ça va. moi en général, je ne lis pas bien à cause de ça. Ensuite, Luxembourg m'a envoyé, il paraît à Paris une fois par mois, un journal qui s'appelle Unser Kium. Vous ne connaissez pas? Non. Voilà, alors ça avec les portraits du Freuchen qui est mort. Mhm. Et alors, il y a regardez qu'est-ce qu'il y a, regardez vous-même qu'est-ce qu'il y a ici. Voilà. Son congrès. Il y a un congrès de toutes les sociétés ici. Il avait récemment. Et puis, c'est qui est? Der Kongress von Einheit. C'est qui est? Ihr Volkin, der Kongress von Ah. Einheit. Ça, c'est le fils. Die Treibkraft für ein intensiv jüdisch Leben in Frankreich. Von Yitzhak Warschawski. Sie Lehrmann, ein lebenswichtiger Geschehnis. Sadok Pfeffer, etliche Gedenken zum Kongress. Ce sont tous ces travailleurs, les membres du comité. Aha. Aaron Luxemburg, Ça, c'est die le- Föderation von jüdischen Gesellschaften
באש der אוקופציה, Pendant- זיכרוינוס. Oui. Oui. Il parle de moi aussi, il me rappelle moi. Die Kulturtätigkeit von der Föderation Kehille. Ça s'appelle Fédération Kehille. C'est la même chose. Oui. Ah, c'est-à-dire les gens de la fédération. Non, il y avait une longue discussion là-bas. Est-ce que ça s'appellera Kehille et où ça s'appellera Fédération de cette revue, on voit beaucoup de choses. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? Fédération Kehille bei der täglichen Arbeit. Ah, Die Bibliothek von der Fédération Kehille. c'est la bibliothèque, ce sont Oui. les archives. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous pourriez me raconter un peu comment la fédération a commencé, comment ça s'est organisé? Voilà, c'est le chapitre. Ce que j'ai demandé à ce monsieur, Oui, je ne me rappelle pas. Moi, je suis devenu président de la Fédération des sociétés juives de France après la mort du Freudien père. Pas après sa mort, mais après, quand il a démissionné, il était. mais avant que vous ne soyez devenu président, vous avez été actif dans l'organisation de cette fédération, non? Je vous dirai d'abord qu'est-ce que c'est la fédération. Bon. Alors vous saurez qu'est-ce que ça veut dire. Mais en quelle langue? Pardon? En quelle langue est-ce que nous parlons? En français. Oui. La fédération est une société, est une organisation de société, ce qu'on appelle Landsmannschaft. Vous connaissez une chose pareille En Amérique, il y a les Landsmannschaften. Ce sont les gens qui viennent de différentes villes et qui Oui. s'organisent en fraternité. Oui, l'organisation, on l'appelait en guise de société. La société de Varsovie, de Lodz, de Lublin, de Kiev, de toutes les villes. Et ces Landsmannschaften se sont formés à Paris durant la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Je crois que c'était quand je suis arrivé à Paris, moi. Quand est-ce que vous êtes? 1907. 1907. De quelle ville? De Varsovie. De Varsovie. Je n'étais pas tellement actif à ce moment. Ça m'intéressait, je faisais des conférences, mais ça ne m'intéressait particulièrement. Après, nous étions, il y avait deux organisations. Il y avait, en réalité, avant, il y avait des clans, les juifs autochtones. Vous savez qu'est-ce que c'est? Oui, oui, autochtones, c'est-à-dire d'Alsace et de Non, Sfaradie. Non. De Paris même, Oui. mais à Paris, de Français. Des Français, oui. Alsace, Sfaradim et Français proprement dit, c'était autochtones, nés eux-mêmes et leurs enfants en France. Oui. Ils se groupaient autour
le consistoire israélite de France. Oui, De France et d'Algérie. oui, Il s'appelait encore Oui. comme ça. Consistoire, les rabbinats et les consistoires d'un côté. D'autre part, nous autres, originaires de l'Europe orientale, de l'Allemagne, etc., de l'Est. Et il y avait une grande distance entre nous deux. Seulement après, pendant la Deuxième Guerre, après la Deuxième Guerre, surtout après la création de l'État, il y avait un rapprochement. Avant, il y avait très peu de juifs français qui s'intéressaient, comme Léon Blum et d'autres, très peu. Et alors, vous connaissez le nom de Léon Blum? ah bien sûr. Oui, là, vous le voyez là-bas. Oui, la photo, oui, oui, Oui. oui. Nous sommes tous les deux, nous sommes de bons amis. Et alors, le rapprochement est venu plus tard. Ils ont commencé à s'intéresser les juifs autochtones français, aux juifs de France, aux juifs d'origine étrangère, des cours français ont été créés, etc. Et la fédération elle-même s'est occupée des réunions des sociétés. Chaque société se réunissait à chaque occasion. Et puis il y avait des réunions générales de toutes les. Dans quel but? Dans quel but est-ce qu'ils se sont groupés ensemble? C'était le but premier était plutôt matériel, entraînement. Vous savez, les sociétés avaient leur cimetière, ils avaient. Chaque société avait une partie. Chaque société. Il y avait plusieurs sociétés qui avaient un cimetière, c'est-à-dire au fondeur, et puis aide mutuelle, un peu aide matérielle, etc. C'était plutôt matériel, mais en même temps spirituel. La partie spirituelle, c'est les premiers dirigeants étaient plutôt s'occupaient plutôt des choses matérielles. Qui étaient les premiers dirigeants? Vous vous rappelez les noms? Non. Je les oubliais. Bon, ça ne fait rien. Ça, on peut chercher dans les archives. Non, ça, moi, je vous dirais après d'écrire directement, ils vous enverront. Oui. Geffen, Kellman ne répond pas, je ne sais pas pourquoi. Non, Luxembourg. Oui, les détails de noms, ça je peux chercher après, mais je voudrais vous souvenir comme Oui. ça une image Et totale. alors, après, au fur et à mesure que nous sommes venus à Qui la c'est tête, nous? nous, c'est Freudin, était le premier qui s'occupait beaucoup du côté culturel, moins du côté matériel.
Est-ce que vous avez une idée combien de différentes sociétés il y avait dans la fédération? Beaucoup, Beaucoup. des dizaines. Des dizaines, oui. Et combien de familles à peu près? Vous avez une idée? Voilà, ça sont des choses qui Ça sont- m'échappent. Bon, ça je peux m'informer. Oui, Les ça- chiffres, je peux m'informer. Moi, je crois qu'eux-mêmes vous diront, Bon, quand ils seront oui. installés. Il doit avoir, je vous dirai d'ailleurs, je me rappellerai quelques noms qui vivent encore et qui connaissent combien de familles, combien. Et puis il y avait plusieurs qui avaient des caisses de prêts Oui. mutuels. Mais au fur et à mesure que nous sommes venus, d'abord les Freudchen surtout, je crois que je suis venu après les Freudchen. Quand vous dites du côté spirituel, c'était un contenu culturel ou religieux ou sioniste? Qu'est-ce que c'était? Pas religieux. Et pas spécialement. Il y avait des sionistes et des non-sionistes, et des bundistes. C'est vrai Et que la langue, c'était le yiddish, je suppose. la langue était le yiddish et le français. Et alors, le culturel, c'était des conférences en français, en yiddish, sur des questions générales, sciences, histoire, histoire juive, littéraire surtout, sur des écrivains. Et puis des soirées littéraires de lecture de Sholem Aleichem et d'autres. Ça attirait des adultes ou des Oui. jeunes aussi? Des jeunes au commencement, les parents amenaient, mais petit à petit, les jeunes quittaient. Je ne sais pas s'il y a maintenant des jeunes. Mais en tout cas, c'était une grande organisation, beaucoup d'influence. Et les jeunes s'assimilaient assez vite comme partout. La même chose. Quelle couche sociale est-ce que c'était? C'était des moyennes. Il n'y avait pas de gens très riches. Il y avait quelques riches qui se sont intéressés, qui se sont enrichis et passés des pauvres quartiers au quartier riche. C'était des commerçants surtout ou c'était des artisans? Des artisans, des commerçants, des artisans et des intellectuels. Et Intellectuels. des intellectuels, oui. De toutes les souches. Des femmes aussi? Des femmes aussi? Oui. Oui. Des femmes aussi. Ou bien Oui. est-ce qu'il y avait une activité sociale séparée des femmes, par exemple? Non. 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 Et il y avait un bureau de fonctionnaires ou c'était tout bénévole? Non, il y avait des fonctionnaires, il y avait des fonctionnaires, il y avait après mon départ de France. C'est-à-dire maintenant, après que vous êtes venu en Eretz, en Oui. Israël. Quand vous dites après votre départ, c'est maintenant, dans les années 50. Il y avait aussi une fédération sioniste et beaucoup de gens de fédération de sociétés faisaient partie de la fédération. Moi, j'étais le président d'ED un certain temps. Il y avait de très bons et grands activistes, comme je vous ai dit.
tellement. Au début, est-ce qu'il y avait un antagonisme entre différents groupes à Paris ou bien, disons, le consistoire et la fédération? Est-ce qu'il y avait des C'était relations complètement séparé. complètement séparées? Oui, après, ils ont vu d'abord la force de la fédération. La fédération était non religieuse. Non, Non religieuse. tandis que le consistoire était religieux. Il se régnait à un certain moment, mais le rapprochement est venu d'abord avec la force de la fédération, avec son influence sur la population juive étrangère. Alors ils ont créé des cours, les gens de consistoire ont créé des cours de français et autres choses. Est-ce qu'ils se sont occupés aussi d'éducation juive? Le consistoire était religieux, donc il ne pouvait pas. Il avait dans la fédération des dirigeants religieux aussi qui étaient religieux, Oui. mais la fédération comme telle, Mais est-ce qu'ils avaient souci de l'éducation des jeunes, d'empêcher leur assimilation? Ou ce n'était pas un? difficile. C'était difficile. Les jeunes s'assimilaient aussi. Alors, d'un côté, l'assimilation des jeunes, d'autre part, le fait de la force de la fédération que les autochtones, les consistoriaux voyaient, n'est-ce pas, est venu le rapprochement. Surtout après la création de l'État, beaucoup de juifs français se sont rapprochés. Est-ce qu'il y a eu tout le temps un afflux des migrants de l'Afrique du Nord à Paris? Est-ce qu'eux se sont aussi Oui, rattachés à la fédération? et aussi appartiennent à la fédération. Mais à cette époque, À quelle époque? à cette époque, avant l'antisémitisme en Algérie, la lutte entre la France et l'Algérie, Tunisie, Maroc, l'afflux des Juifs n'était pas tellement grand. Mais après, ils sont venus et sont entrés à la fédération. Et il y a maintenant beaucoup de Juifs. Mais ils sont plus religieux. Quelle relation est-ce qu'il y avait entre la Fédération de sociétés juives et la Fédération sioniste? Ils n'avaient pas spécialement. C'était séparé. La plupart des gens dans les Landsmannschaft n'étaient pas sionistes. Ou bien est-ce qu'ils appartenaient aux deux fédérations? Il y en avait qui appartenaient aux deux. Comme nous autres, les dirigeants du Freaking-Moi, etc. Mais avant nous, ils n'avaient pas été traités. Ils étaient vraiment fédération de sociétés. Est-ce qu'ils collectionnaient de l'argent parmi leurs membres? Vous dites que c'était pour de l'aide matérielle. D'où est-ce qu'ils prenaient l'argent? Les sociétés payaient. Les sociétés contribuaient à la fédération.
Et puis il avait une caisse de prêts, Donnés par des riches ou donnés par les... pas différent. Ensuite, quand a été créé le Fonds social juif unifié, Oui. alors c'est lui qui subventionna et qui subventionne les organisations, les œuvres de la fédération. Donc le fonds unifié contribue de l'argent aux œuvres de la Maintenant, fédération, maintenant. Oui, maintenant largement. Et pourquoi est-ce que les gens ont trouvé que c'était nécessaire de faire une fédération au début? Au début, on tout simplement se rencontrer et s'aider mutuellement. Il y avait les gens de Lodz, les gens de Varsovie, les Oui. gens... Et ils ont décidé que ce serait mieux de s'unir. De ce mieux de créer la fédération. Je ne me rappelle pas quand ça a été. En 1923, ça a été formé. Non, Avant? Après la Première Guerre mondiale? à l'époque de la première. Toutes ces dates-là, je Oui, les crois dates, qu'ils je peux les vérifier, oui. Ils vous donneront Bon. ça. Il y en a des gens. Je me rappellerai les noms. Un des dirigeants de la société de Varsovie qui est extrêmement actif et qui connaît, lui, il était toujours 100% fédération, pas sionisme, fédération. Mais la fédération n'était pas antisioniste. Non, Non. il y avait des sionistes, il y avait des bundistes. Il y avait des bundistes. Oui. Il y avait des communistes. Les communistes avaient leur organisation. Séparés. Il y avait des bundistes, des Mizrahi, des différents, des politiciens de gauche, de droite. Et même les partis avaient aussi leurs activités un peu sociales. Mais je ne comprends pas très bien. Tous les différents partis, ils avaient leur activité et néanmoins les membres appartenaient aussi à la fédération. Mais c'était deux choses séparées. Oui, deux séparées. Mais quand on composait les comités, les instances, comité central, bureau, etc., on tenait compte des tendances. Alors tout le On monde. voulait faire une représentation des différents... Alors c'était une représentation et de Landsmannschaft, donc géographique, et une représentation des différents mouvements. La représentation était des dirigeants. Oui. Les Mannschaften, chaque Landsmannschaft, qui était à la fédération, ne faisait pas de distinction. Il y avait les Mannschaften de Varsovie. Oui. Alors, il y avait des sionistes, des non-sionistes, du tout. Mais dans les instances qui dirigeaient la fédération, on choisissait dans des congrès on choisissait les personnes de différents partis et non partis. Il avait comme représentants de non-partis
partis, des sionistes, des poètes de toute tendance, des bondistes, et de non-partis, et de Mizrahi. Il avait de tout, c'était un mishmash, pour Et est-ce que les Landsmannschaften s'occupaient aussi d'amener disons, des parents qui voulaient partir d'Europe orientale, de les amener à Paris? Il y avait une certaine aide, des interventions auprès du gouvernement de leur accorder du visa. Oui, est-ce que vous aviez une influence? Vous avez, oui. Moi, j'avais une grande influence grâce à Léon Blum, à d'autres dirigeants français Qui étaient intéressés à aider la fédération? qui étaient intéressés à aider les étrangers, les juifs, et puis obtenir le droit de séjour, ne pas être expulsé, obtenir le droit de travail. Il y avait beaucoup d'interventions. Et ce sont les dirigeants de la fédération qui s'occupaient de ça? Les dirigeants qui se sont servis des relations avec les Français, hommes politiques. Il y avait beaucoup d'hommes politiques. Est-ce que vous pourriez raconter un peu les différentes personnes avec qui vous aviez des contacts dans vos souvenirs? Dans mes souvenirs, surtout, c'était le Parti socialiste, les radicaux, surtout c'était Léon Blum, Marius Moutet, mais je ne sais pas si ce nom vous dit, Sandor de Blum. Ça me fait rien, dites toujours et après on peut ajouter. C'est intéressant de savoir avec quel, même si moi je ne connais pas, ça peut être intéressant pour d'autres, n'est-ce pas? Oui, mais il y avait beaucoup de hommes politiques, surtout de gauche. Ça dépendait intervenir Blumel, André Blumel, je ne sais pas. Blumel, oui. Oui. Est-ce qu'il y avait une politique du gouvernement même contre l'admission de réfugiés en France? Ça dépendait du gouvernement et de l'époque. Oui. Dans le gouvernement même, nous avons eu des relations pas seulement avec le gouvernement, mais avec la préfecture de police, avec le ministère du Travail. Ça dépendait qui était ministre du Travail. Là, on peut trouver la composition du gouvernement. Nous avons eu avec le ministre des Affaires étrangères pour le visa et pour les droits de séjour. Nous avons eu avec l'intérieur, surtout avec la préfecture, avec le ministère du Travail. Alors nous avons eu toujours des relations ou avec les ministères même, ou avec les directeurs du ministère. Et qui étaient les personnes qui faisaient ces interventions? C'était vous-même? Ou vous aviez un groupe? Est-ce qu'il y avait des avocats? Il n'avait pas de cours. Parfois, on était obligé de se servir des avocats pour défendre juridiquement et pas moralement.
Mais est-ce que c'était des interventions, disons, une initiative personnelle ou bien vous étiez assis en comité et vous avez décidé qu'il fallait à ce moment-là intervenir? Non, on savait, on intervenait pour des cas. Individuels? Oui, Oui. oui, Est-ce qu'il y avait aussi une question d'essayer d'influencer la politique, disons, du ministère, Oui, de faire ça ce qu'on appelle en Amérique un lobby, faire de la Oui. pression sur... oui, ça dépendait toujours du gouvernement, des compositions, si c'était de gauche ou de droite. Ça dépendait. Il y avait qui étaient contre les étrangers, il y avait les époques réactionnaires. Je suppose que ça dépendait un peu de l'état économique. Et de la situation. Pour le travail, Oui. ça dépendait du marché du travail. Si la situation était difficile, c'était plus difficile. Mais on intervenait toujours. Est-ce que vous avez des procès-verbaux, c'est-à-dire si vous avez fait une intervention, est-ce que vous avez donné un rapport à votre comité après? Est-ce que toutes ces choses sont Il y inscrites? avait d'abord les lettres que nous adressions au ministère ou à Oui. la préfecture. Et puis les réponses. Et puis dans des réunions, n'est-ce pas, on faisait savoir, n'est-ce pas, voilà, l'échange de correspondance et les résultats. Et est-ce que vous, le comité central de la fédération, donnait des rapports aux différents Landsmannschaften ou bien il ne s'intéressait pas à ce côté-là? Non, on éditait Vous aviez un un bulletin? bulletin, oui. On éditait des bulletins qu'on distribuait. Oui. Et je crois qu'il y avait aussi Landsmannschaften elles-mêmes qui publiaient, pas des bulletins, mais des feuilles, n'est-ce pas, des nouvelles, Mhm. etc. Est-ce que la fédération était active seulement à Paris ou bien dans les villes de province? Dans les provinces aussi. En province aussi? À Lyon, à Marseille, partout. Et quand il y avait des congrès, c'était des congrès des pays tout entiers, Mhm. avec des délégations de provinces. C'était chaque année un congrès ou c'était Ça régulier? régulier, oui, chaque année. Et puis il y avait des congrès du comité central de tous les pays, etc., des bureaux, etc. Et parfois des congrès extraordinaires. Est-ce qu'il y avait une fédération de ce genre-là dans d'autres pays ou c'était spécifique de la France? Il y avait en Belgique, En Belgique? Oui. il y avait en Angleterre, il y avait en Amérique. En Amérique. À quoi est-ce que ça correspond en Angleterre? C'était autre chose. Autre chose. C'était autre chose. Angleterre et Amérique. Est-ce que vous avez aussi aidé une émigration de juifs étrangers en France vers l'Amérique, par exemple? Non, mais il nous est arrivé d'intervenir auprès des ambassades pour obtenir des visas. Si par exemple il y avait des gens qui étaient arrivés en France et ne recevaient pas le permis de séjour, Il y avait des cas pareils. Et alors, nous sommes intervenus toujours pour prolonger quand même le séjour.
Moi, il m'est arrivé, pas seulement moi, il y avait André Blumel, il y avait, qui était parmi, il y avait, euh, j'ai oublié le nom de l'homme le plus sympathique, un avocat juif français, espagnol. Son père était d'origine russe. C'était, son père, on les appelait les Belouis de Moscou, qui venaient à Paris au lieu de venir. Alors, ce vieil Espagnol était un grand ami de Weizmann. Weizmann les fréquentait toujours quand il venait à Paris. Ça, c'est déjà une autre page. Et il intervenait souvent en Espagne en faveur des juifs. Espagne était l'avocat de Blum quand il était arrêté par Vichy et par les Allemands. Est-ce qu'il y avait un grand nombre de juifs russes qui participaient aussi à la fédération? Oui, les villes Oui. Kiev, Odessa, Grodno, enfin c'était la Russie blanche, la Pologne, beaucoup de Pologne. Et est-ce que les différents Landsmannschaften s'entendaient bien ou bien est-ce qu'il y avait... Il n'y avait pas différentes attitudes envers certaines questions d'après la région dont ils venaient? Non, il n'y avait pas après. Il y avait après leurs tendances personnelles, mais pas de leur ville. Les villes, non. L'organisation lettonienne était aussi forte. Lettonienne, polonais, russe blanche, Russie blanche, Russie, tout. Même Moscou. Et il en avait qui parlaient entre Russes, Yiddish, polonais. Beaucoup plus tard, on a commencé à créer des cours d'hébreu. Des cours d'hébreu. Vers quelle période? Ça, c'est après la déclaration Balfour, et surtout plus tard, après la création de l'État. Non, parce que vous avez mentionné des cours de français. Oui, cours français, C'était c'était tout le temps. depuis le commencement, Oui. pour l'apprendre le français. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient à ces cours? Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu quand il y a eu les réfugiés d'Allemagne qui sont venus à Paris? Est-ce qu'ils ont aussi participé à cette fédération? Oui, ça, des réfugiés d'Allemagne, à ce moment a été créé. Les se sont occupés plutôt les groupes de Rothschild. C'est-à-dire ils ont formé un comité séparé? Oui, qui s'appelait... Oui. Pour le séjour. Oui. Ce sont
il y avait les professeurs Adama, de grands savants, et aussi la famille de Rothschild pour obtenir les droits de séjour. Mais parmi eux, ils ont formé une espèce de Landsmannschaft d'Allemands, mais ils ne se sont pas rattachés à la fédération. Non, mais il y avait qui adhéraient à la fédération aussi. Je crois qu'il y avait le groupe, l'Allemagne, de Berlin, etc. Oui. Ou est-ce qu'il y avait déjà des Allemands avant la période nazie? Il y avait déjà un groupe d'Allemands dans la fédération? Il y avait. Oui, il y avait. Et vous avez mentionné maintenant la famille Rothschild. Pendant toute la période de la fédération, la famille Rothschild ne s'est pas intéressée à cette... Ça, c'est assez compliqué. Plus tard, ils ont commencé. Vers quelle période? Dans les années... de la Deuxième Guerre. Et après la Deuxième Oui. Guerre. Et est-ce Ils qu'ils ont... venaient même. Et à la auparavant, fédération. est-ce qu'ils ont contribué de l'argent à cette fédération? Oui, mais je ne me rappelle pas quelle année. Nous avons obtenu de Freudkin et après moi, on a il n'était pas sioniste, mais enfin, il s'intéressait. Il voyait la force de la fédération et après la Deuxième Guerre, il venait. Quand vous parlez de la force, c'est la force numérique dont vous parlez Numérique ou aussi morale, l'influence? Ils ont vu d'abord que nous avons des relations avec les Français non juifs, et puis ils ont vu que nous avons une grande influence sur l'état d'esprit des Juifs, sionisants, s'occupant spécialement de différentes choses culturelles, politiques, etc. Et alors ils se sont intéressés, ils venaient même dans le... Ils contribuaient aussi l'argent. Et dernièrement, ils venaient même. Et je ne parle pas de vieilles Rothschild, pas de baron de Nadir, pas de lui, mais de Rothschild, de la famille. Ils se sont intéressés. Si vous êtes... Mais je ne veux pas... D'un côté, je voudrais quand même terminer, mais d'autre part, ma participation dans la fédération et le rôle le plus important de c'est l'époque de la guerre. Bon. Alors, est-ce que nous voulons peut-être faire ça D'occupation. demain ou demain soir? C'était ma lutte. J'étais un des lutteurs les plus acharnés contre l'acceptation de Judenrat. En France, ça s'appelait IGIF, Union Générale des Juifs de France. Vous voulez me raconter ça maintenant ou vous voulez interrompre maintenant, vous reposer un peu, continuer? Oui, Bon.
Donc nous avons terminé à peu près avec le chapitre de la Fédération des sociétés juives. Est-ce que vous avez pensé encore quelque chose que vous voulez ajouter? Je vais seulement ajouter sur la lutte, sur la résistance de la Fédération pendant l'occupation. Oui. Elle était très multiple. Et tous les groupes, tous les partis de la population juive ont participé dans la résistance. La fédération, les bundistes, les communistes juifs, etc. Mais tous les groupes sans exception, mais il y en avait qui s'occupaient spécialement des questions juives et d'autres sur la résistance générale contre le régime. Les mesures anti-juives ont commencé immédiatement après l'arrivée de Philippe Pétain à la tête du gouvernement, de l'État, du gouvernement. À son époque, ça s'appelait l'État français au lieu de la République. À peu près au mois de juin 1940. Et vous êtes resté à ce moment-là à Paris lors de la débâcle? Moi, j'ai quitté Paris pour Bordeaux, Oui. pour Toulouse, pour Lyon, pour Marseille. Souvent changeant Le domicile. oui, très souvent. Parce que je savais que aussi les Allemands, les occupants, que Vichy, c'est-à-dire le gouvernement de Pétain, me cherche chaque jour dans toutes les villes. Même le gouvernement français, vous cherchez? Le gouvernement de Vichy, Oui. bien sûr. C'était le gouvernement de Vichy avec Pétain à la tête. C'était le gouvernement accepté par les occupants. Oui. Il avait des partis à un certain moment, jusqu'au débarquement des Alliés. Il avait le parti du Nord, c'est-à-dire l'occupation directe Oui. de Hitler, des Allemands, et puis la partie sud dont le gouvernement était à Vichy, Pétain, Oui. avec une certaine, soit disons, non-émission des Allemands. Mais c'était plutôt théorique en général. Il dictait aussi à Vichy ce qu'il voulait. Et immédiatement, ont commencé les lois anti-juives
dès que des lois anti-juives dans la zone occupée Oui. et des lois anti-juives dans la zone non Soi-disant occupée. libre. Dans la zone soi-disant libre, où le gouvernement français avait une certaine autonomie. Seulement, mais petit à petit, les lois anti-juives ont été établies également dans la zone soi-disant libre. On a imposé les restrictions. À Paris, on les a imposées immédiatement. À Vichy, plus lentement. Mais en ce qui concerne la communauté juive, il a été créé un commissariat spécial aux questions juives. Un commissariat qui devait s'occuper de toutes les questions qui concernent la communauté juive. La question de leur travail, de leurs occupations, des organisations juives. Ça, c'était le commissariat. À la tête de ce commissariat était mis le célèbre antisémite Xavier Valard, Oui. un des plus grands antisémites de France. Ça, c'était à peu près le commissariat en question juive. C'était une institution gouvernementale. Ça s'occupait de toutes les questions qui concernent les Juifs. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'occupait, il prenait des décisions et il les mettait en vigueur, Oui, il les contrôlait. les droits du travail, les droits des biens juifs, les droits d'être fonctionnaire, le droit d'être professeur. Donc c'était de la législation. La législation concernant toutes les juifs, c'était à peu près fin mars 1941 a été fondé, créé ce commissariat. Statistiques juives, pourcentage dans les écoles. Est-ce que vous croyez qu'il préparait ça pour les Allemands? Non. Non. Il y a les Allemands exigeaient, mais ils faisaient ça même sans pression des Allemands. C'était de leur propre volonté, aussi du côté de Pétain, qui était le chef d'État, et aussi du côté de Xavier Valard et de tous ces antisémites qui gouvernaient la zone non occupée. Un peu plus tard, si je ne me trompe pas, en novembre 1941, a été créé par Xavier Valard, c'est-à-dire par le gouvernement, l'Union générale des Israélites de France.
connu sous le nom IGIF, IGIF, Union Générale des Juifs de France, ou des Israélites de France. C'était octobre, novembre 1941. Qui faisait partie du comité? Voilà, ça, ce n'est pas... Tout d'abord, c'était... D'abord, il y avait des lois. Le but d'abord de l'Union générale était remettre à cette union d'abord dissoudre toutes les organisations Juives qui juives, organisations d'assistance, d'aide mutuelle, etc. Toutes les œuvres existantes doivent être dissoutes et entrer et organisées au sein de l'Union des Juifs. Oui. Cette juif doit prendre possession de tous les biens des Juifs. Les organisations juives. Les organisations et leurs biens, les Oui. organisations avec des biens, secours, comme la fédération. Où étaient les bureaux de la fédération dans la zone libre? La fédération avait quitté Paris et il fonctionnait à partir d'où? Il avait des sections de l'IGIF. Une section siégeait à Paris. Oui. Une autre section siégeait à Lyon. Deux sections. Deux sections de l'UGIF ou de la fédération? De l'UGIF. De l'IGIF. Oui, mais j'ai demandé la fédération, après l'occupation, la fédération des sociétés juives, d'où fonctionnait-il? De Lyon. De Lyon, bon. De Lyon. Tout a été dissous à Paris, rien. Mais là-bas aussi, il y avait une section des Juifs avec le conseil d'administration. Il y avait deux conseils. Oui. Un conseil d'administration à Paris et un autre conseil à Lyon. Et quel rapport y avait-il entre ces deux branches de l'UGIF? Je ne sais pas. C'est le commissariat aux questions juives. Il faut distinguer commissariat des questions aux questions juives avec Xavier voilà à la tête et Union Général, oui. générale des Juifs. Qui étaient des juifs même. C'est des Juifs. Oui. Alors, quels juifs se trouvaient dans le conseil d'administration à Lyon? C'est une longue histoire. D'abord,
la structure. Tous les juifs, sans exception, d'origine française ou d'origine étrangère, naturalisée ou non naturalisée, devaient faire partie de cette union et cotiser, Oui. payer les cotisations, tous sans exception. Il y avait une exception, les organisations seulement pour les organisations cultuelles, religieuses, Oui. c'est-à-dire pour les consistoires. Oui. Lui, cette organisation était soumise aux lois générales des organisations religieuses. Oui. Donc il ne faisait pas partie. C'était l'intervention du consistoire même qui s'intéressait tout particulièrement à ce que les consistoires israélites ne soient pas Forcé. ne soient pas obligés d'entrer dans le juif. Juifs. Et ils ont obtenu satisfaction. Qui a fait cette intervention? Il y avait une personnalité qui s'est occupée de ça? Il y avait surtout le Heilbronner. Heilbronner, oui. Heilbronner. Oui, et il a fait ça aussi à partir... le président du consistoire. Oui, il a fait ça aussi à partir de Lyon. À partir de Lyon. Oui. Lui, il s'est adressé à Pétain lui-même pour trouver des relations. Oui. Et après de longues conversations, on a fait exception. Ce n'était pas un rabbin, c'était un laïc. Laïc. Oui. Il y avait, au consistoire, il y a deux sortes de dirigeants. Oui, oui, je sais. Les laïcs, oui. Et le rabbin, oui. Et puis le rabbinat. Oui, oui. Comme maintenant. Oui. Et alors, Heilbronner connaissait très bien. Je ne vais pas parler de Heilbronner pour la simple raison qu'en fin de compte, lui, il avait croyait beaucoup, avait confiance en Pétain. Mais je ne vais pas parler de lui, quoique c'était son adversaire dans son appréciation de la personnalité de Pétain, tout simplement parce qu'il vit et sa femme, en fin de compte, ont été déportés eux-mêmes et ne sont pas retournés. Sont morts dans la déportation. Et alors, il n'était pas seul. Il y avait beaucoup de gens qui ont fait confiance. Qui avaient confiance, oui. Et qui ont vraiment cru que Pétain souffre de notre situation, etc., qui faisait ça seulement sous la pression. Maintenant, vous avez dit que tous les Juifs étaient obligés de devenir membres de l'UJIF. Oui. Est-ce que vous pourriez estimer
quel pourcentage des Juifs ont obéi à cet ordre et sont devenus membres? C'était plutôt théoriquement. Ils étaient considérés par les commissariats aux questions juives comme membres adhérents à l'IG. Oui, mais est-ce que c'était comme en Belgique qu'ils avaient le devoir de s'inscrire et qu'ils ont fait un fichier? Ça, c'est autre chose. Oui. Ils étaient obligés de s'inscrire à un certain moment de porter le signe de L'étoile jaune, oui. jaune, et puis d'inscrire sur leur carte d'identité juive, Oui. etc. Mais est-ce que le juif, je peux seulement comparer avec la situation en Belgique, est-ce que le juif a aussi fait un enregistrement des juifs qui sont devenus membres de l'UJIF? La préfecture, on était obligé de venir à la préfecture, n'est-ce pas, se déclarer. Oui. Il s'agissait aussi des cartes de ravitaillement, Oui. qu'on faisait particulières pour les Juifs, pas comme pour tout le monde. Mais la lutte n'était pas pour adhérer ou pas adhérer, parce qu'on nous a considérés, c'est fini. Il s'agissait du conseil d'administration. Oui. C'est Xavier Voilà qui les désignait. Il les a désignés. Oui, c'est lui qui a choisi. Comment a-t-il choisi? Il a invité chez lui-même quelques dirigeants juifs, dont M. Lambert. Quel était son prénom? Est-ce que je le noté? C'est tout ça dans les dossiers, n'est-ce pas, mais ça? C'est le feu mari d'Anne-Marie Lambert? Non, aucun rapport. Non, aucun rapport. Il a demandé de lui indiquer le nom des personnalités juives qui se trouvent à la tête de différentes organisations, et c'est ceci qu'il veut désigner. Et il a choisi pour Paris et pour Lyon, Marseille, pour la zone non occupée. Alors, il a noté moi comme président de la Fédération des sociétés juives de France. Il a indiqué, je vous donnerai encore quelques noms. Attendez. Oui. Le professeur Olmer, qui était professeur à la faculté de médecine à Marseille. Il a noté le professeur Walid, qui était professeur de la faculté de droit de Paris, un homme très bien, d'ailleurs Olmer aussi.
puis beaucoup d'autres, ça qu'on appelait, pour Paris, le président était désigné Albert Lévy, qui était président général, et puis il avait vice-président André Bord. Tout ça, ce sont des vieilles souches juifs français. Attendez, qui est ça encore? Mais enfin, tout c'est... Et alors, en ce qui concerne la zone occupée, il n'avait pas de discussion. Les Allemands les désignaient, on l'ont désigné, ils étaient obligés d'obéir, c'est tout, il n'avait pas de question. Mais il y avait parmi les Juifs français des consistoriaux comme Heilbronner, s'est intéressé tout particulièrement du consistoire qu'il reste en dehors. Il n'était pas pour les ordres, mais enfin, il voulait d'abord être en dehors, mais le reste ne les intéressait. Il avait ce qui les gênait aussi un petit peu, les Juifs, ce qu'on appelle autochtones, de vieilles souches, c'est d'être mêlés avec les Juifs étrangers dans une communauté. Il avait à cette époque un appel direct des grands intellectuels juifs assimilés complètement à Pétain, où dans cet appel, ils disent, voilà, on veut nous mettre dans un ghetto, dans une nation juive isolée des Français, nous autres, parmi lesquels se trouvent des Juifs qui sont français 100%, sauf quelques-uns, un certain nombre qui sont croyants, religieux, mais pour le reste, ils sont français, et même des Juifs, ou des Français plutôt, qui ne sont plus même Juifs, qui ont déjà depuis longtemps, qui sont laïcs, ou qui ont depuis longtemps abandonné leur religion, nous mettre tous ensemble comme une communauté, une nation juive isolée. Des gens parmi nous qui sont tombés dans plusieurs guerres pour la France, et qui sont prêts de tomber toujours, etc. Quand est-ce qu'ils ont fait cette pétition? Quand est-ce qu'ils ont fait cette pétition à Pétain? Tout de suite. Tout de suite à peu près. Dès qu'a été créé les commissariats et les juifs. Ce qui est curieux, que parmi ces
le signataire se trouve les professeurs, les médecins pour les enfants, je crois, membres de l'Académie de médecine, Robert Debré, le père de Michel Debré. Debré, le père, était déjà converti. Le père de Debré, de Robert Debré, le médecin, était le grand rabbin, Simon Debré de Strasbourg. Mais lui, il était déjà converti. Je ne sais pas pour quelle raison. Je crois que c'était pour des raisons de mariage. Je ne sais pas exactement pourquoi s'est-il converti. Mais lui est parmi les signataires. De grands professeurs, etc., ont envoyé cet appel à Pétain. D'ailleurs, pas seulement elle, mais même les gens du consistoire, Heilbronner, qui était un juif, et le grand rabbin Schwartz, je crois que le pauvre, lui aussi déporté, est mort en déportation, ont aussi écrivait aussi des lettres à Pétain demandant son intervention, etc. Ils ont cru. Et alors, nous avons reçu, tous ces candidats ont reçu des lettres de Xavier Vallat, nous demandant de faire partie. Il a demandé ou vous a nommé? Non. Il nous a nommé. Je dois avoir, ou je me propose à vous nommer, etc. Et je vous demande de m'envoyer votre accord, etc. Alors nous autres, désignés et demandés pour accepter, dans la zone libre, je ne parle pas de la zone occupée, là nous n'avons rien à dire, André Bord, les autres ont été obligés d'accepter, les Boches ont accepté, et c'était fini. Ils ont nommé, et c'était fini, ils n'avaient pas de questions. Alors nous nous sommes réunis comment acheter. Combien étiez-vous? À peu près? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. D'abord, dans ces réunions participaient les membres du consistoire, les membres de la fédération. Je crois qu'en somme, il y avait 18 personnes désignées dans les deux zones. Et il y avait des hésitations aussi. Il y avait de très braves gens qui disaient qu'on ne peut pas refuser au gouvernement. Qu'il faut poser des conditions. Mais il y avait même certains qui étaient d'avis qu'il faut accepter, même pour être une minorité nationale.
des juifs d'origine étrangère qui disaient que c'était toujours notre désir d'être une minorité nationale, pas de cette façon imposée, mais volontairement, comme c'était à un certain moment en Russie, avec le droit de la langue, du yiddish et de tout. דווקא de braves gens, mais des nationalistes juifs. Ce n'est pas de cette façon que nous avons voulu les droits des minorités nationales, mais on nous impose, tant pis, acceptons-les sous telle forme. Mais il y avait des autres qui hésitaient parmi les juifs français. Et c'est alors que moi j'ai commencé la grande lutte contre l'acceptation d'être nommé. Mais je savais qu'un refus net, clair, brutal ne sera pas accepté par beaucoup de juifs. Alors j'ai choisi les tactiques de traîner, de poser des conditions, comme par exemple qu'on nous impose des conditions comment dire, en dehors Dehors du domaine de la